est-ce que le trafic de la drogue a contribué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse? Dans cette vidéo, nous allons analyser les indices qui portent beaucoup à dire que les cartels puissants de la drogue en Haïti sont impliqués dans la mort du président Jovenel Moïse. Le président Jovenel Moïse d'Haïti était sur le point de citer des noms. Avant d'être assassiné, en juillet, il travaillait sur une liste de puissants hommes politiques et hommes d'affaires impliqués dans le trafic de drogue en Haïti, avec l'intention de remettre le dossier au gouvernement américain, selon 4 hauts conseillers et responsables haïtiens chargés de rédiger le document. Le président avait ordonné aux responsables de ne ménager personne, pas même les hommes de pouvoir qui l'avaient aidé à prendre ses fonctions, ont-ils déclaré, une des nombreuses mesures prises contre des trafiquants de drogue présumés qui pourraient expliquer le mobile de l'assassinat. Lorsque des hommes armés ont fait irruption dans la résidence de M. Moïse et l'ont tué dans sa chambre, sa femme, Martine Moïse a décrit comment ils sont restés pour fouiller la pièce, fouillant à la hâte ses dossiers. Ça y est, se sont-ils finalement déclarés avant de s'enfuir, a-t-elle déclaré au New York Times lors de sa première interview après l'assassinat, ajoutant qu'elle ne savait pas ce que les hommes armés avaient emporté. Les enquêteurs sont arrivés sur les lieux du crime et ont découvert le bureau du domicile de M. Moïse saccagé, des papiers éparpillés partout. Lors des interrogatoires, certains des tueurs à gages capturés ont avoué que récupérer la liste sur laquelle M. Moïse avait travaillé, avec les noms des trafiquants de drogue présumés, était une priorité absolue, selon 3 hauts responsables haïtiens au courant de l'enquête. Dans cette enquête approfondie du New York Times, les faits entourant la mort de Jovenel révèlent que des secteurs mafieux nationaux et internationaux ont vu le président comme une menace pour leur action. Le document faisait partie d'une série plus large d'affrontements que M. Moïse a eu avec de puissantes personnalités politiques et économiques, certaines soupçonnées de trafic de stupéfiants et d'armes. M. Moïse en connaissait plusieurs depuis des années et il se sentait trahi par son revirement contre eux, disent ses collaborateurs. Toujours d'après l'enquête, certains politiciens ayant des connexions avec la mafia de la contrebande et de la drogue craignaient que Jovenel allait briser la loi du silence. La loi de l'Omerta, en préparant une liste sur laquelle se retrouveraient des trafiquants de drogue, mais aussi leurs acolytes politiciens qui se sont accaparés de l'État haïtien. Dans les mois qui ont précédé sa mort, M. Moïse a pris des mesures pour nettoyer le service des douanes d'Haïti, nationaliser un port maritime ayant des antécédents de contrebande, détruire une piste d'atterrissage utilisée par les trafiquants de drogue et enquêter sur le commerce lucratif de l'anguille, qui a récemment été identifié comme un canal pour blanchiment d'argent. Le Times a interviewé plus de 70 personnes et s'est rendu dans 8 des 10 départements ou États d'Haïti pour interviewer des hommes politiques, des amis d'enfance de M. Moïse, des policiers, des pêcheurs et des participants au trafic de drogue afin de comprendre ce qui s'est passé au cours des 7 derniers mois de la vie du président qui ont pu contribuer à sa mort. Beaucoup d'entre eux craignent désormais pour leur vie. Je serais idiot de penser que le trafic de stupéfiants et le trafic d'armes n'ont pas joué de rôle dans l'assassinat, a déclaré Daniel Foote, qui a été envoyé spécial des États-Unis en Haïti avant de démissionner le mois dernier. Quiconque comprend la politique ou l'économie d'Haïti comprend cela. Une figure centrale de la liste de M. Moïse était Charles Saint-Rémy, connu sous le nom de Kiko, ont déclaré 2 des responsables haïtiens chargés d'aider à rédiger le dossier. M. Saint-Rémy, un homme d'affaires haïtien, est soupçonné depuis longtemps par la Drug Enforcement Administration des États-Unis d'être impliqué dans le trafic de drogue. Il est notamment également le beau-frère de l'ancien président Michel Martelly, qui a sorti M. Moïse de l'obscurité politique et l'a engagé pour lui succéder. M. Martelly, qui envisage de se présenter à nouveau à la présidence, et M. Saint-Rémy ont eu une énorme influence dans le gouvernement de M. Moïse, avec leur mot à dire sur tout, depuis l'obtention des contrats publics jusqu'à la nomination des ministres, selon des responsables haïtiens de l'intérieur, et en dehors de son administration. Mais M. Moïse en est venu à avoir le sentiment qu'eux et d'autres oligarques étouffaient sa présidence, disent ses collaborateurs. Les responsables américains disent qu'ils examinent de près les efforts de M. Moïse pour perturber le trafic de drogue et contester les familles puissantes comme motivation de l'assassinat, et ils notent que M. Saint-Rémy est apparu comme un suspect possible au début de l'enquête.
mais ils préviennent que M. Moïse a menacé une grande partie de l'élite économique, y compris un certain nombre de personnes ayant de profondes relations criminelles. Des trafiquants présumés de drogue et d'armes siégeaient depuis longtemps au Parlement haïtien. Les petits avions transportant des marchandises de contrebande atterrissent fréquemment sur des pistes d'atterrissage clandestines. Des policiers haïtiens ont été surpris en train d'aider des trafiquants de drogue, tandis que des juges sont régulièrement soudoyés pour abandonner des affaires. Haïti constitue peut-être aujourd'hui la plus grande route pour les drogues destinées aux États-Unis, mais personne ne le sait avec certitude, car le pays est devenu très difficile à contrôler. Les forces de l'ordre américaines sont incapables de mener un programme d'écoute électronique dans le pays, ni même de collaborer pleinement avec leurs homologues haïtiens, car la corruption est si profonde au sein de la police et du système judiciaire, affirment les responsables américains. Toute personne impliquée dans le trafic de drogue ici a au moins un policier dans son équipe, a déclaré compère Daniel, commissaire de police du département du nord-ouest d'Haïti, un important couloir de transit de contrebande. Il est impossible d'amener les policiers à coopérer avec moi sur le terrain, a-t-il déclaré. Parfois, ils ne répondent même pas à mes appels. Les opérations de la DEA en Haïti ont également fait l'objet d'un examen minutieux. Les critiques à l'égard de l'agence se sont intensifiées car au moins 2 des Haïtiens soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat de M. Moïse étaient d'anciens informateurs de la DEA. En novembre, la commission judiciaire du Sénat américain a critiqué la DEA pour les allégations de corruption qui ont tourbillonné autour de ses opérations en Haïti, citant une enquête du Times en août liant le chef de la sécurité du palais de M. Moïse au trafic de drogue. La DEA, accusée par d'anciens agents d'avoir mal géré l'une des plus grandes affaires de drogue en Haïti, a refusé de commenter. M. Saint-Rémy a publiquement admis avoir vendu de la drogue dans le passé, mais affirme que toutes ces activités sont désormais légitimes. Les officiers qui ont récemment servi en Haïti affirment qu'il est toujours considéré comme l'un des plus grands trafiquants de drogue du pays. Jacques Jeanquinan, le cousin de M. Moïse, a déclaré que lui et M. Moïse travaillaient avec M. Saint-Rémy dans l'industrie de l'anguille. Avec son beau-frère comme président, M. Saint-Rémy exerçait une énorme influence, exigeant souvent que des licences et des contrats de choix lui soient attribués, notamment des licences d'exportation d'anguilles, selon des responsables du gouvernement de M. Martelly. Lorsque ces revendications n'étaient pas entendues, il pouvait devenir violent. En 2015, M. Saint-Rémy avait agressé un ministre de l'Agriculture pour avoir délivré un contrat sans son consentement. Une altercation signalée à l'époque et confirmée par un ancien ministre du gouvernement. Alors que l'emprise de M. Saint-Rémy sur le commerce de l'anguille se consolidait, M. Moïse a décidé de se retirer du secteur et de se concentrer sur Agritrans, une plantation de bananes près de sa ville natale. Mon père a dit que la famille Martelly accaparait le commerce de l'anguille et le rendait difficile l'accès, a déclaré Joverlin Moïse, le fils du président assassiné. M. Moïse est également resté en contact avec son associé, M. Daniel, qui avait ouvert un hôtel au Cayenne, une ville côtière du Sud, ont indiqué un responsable et un proche. En 2013, M. Daniel a déclaré aux autorités qu'il avait trouvé 23 paquets de marijuana flottant en mer, alors qu'il était sur son bateau et qu'il avait décidé de les ramener chez lui. M. Daniel a déclaré à l'époque que lui et M. Saint-Rémy avaient appelé la DEA pour ramasser la charge qu'il a découverte. Le procureur, Jean-Marie Salomon, a mis en doute cette histoire, soupçonnant qu'il s'agissait d'un stratagème visant à dissimuler un trafic de drogue qui a mal tourné après que des locaux soient tombés sur la cachette. Il a arrêté M. Daniel pour trafic de drogue, mais il a déclaré que le ministre de la Justice de M. Martelly était personnellement intervenu et avait ordonné sa libération. Peu de temps après, M. Martelly s'est rendu à l'hôtel de M. Daniel avec une délégation en signe de soutien clair, a déclaré M. Salomon. Le message était que la justice n'a pas d'importance, a-t-il déclaré. Quelques mois seulement après sa libération, M. Daniel a disparu en 2014, sa voiture abandonnée ayant été retrouvée dans une station-service. 2 personnes, un parent de M. Daniel et un policier de l'époque, ont déclaré que M. Moïse était l'une des dernières personnes à l'avoir vu vivant. M. Daniel est présumé mort.
M. Salomon soupçonne que des trafiquants de drogue l'ont tué, craignant qu'ils ne dévoilent leur réseau dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Et la disparition de M. Daniel n'est toujours pas résolue. 2 enquêteurs ont déclaré avoir été mis à l'écart par une unité de la police judiciaire contrôlée par le gouvernement de M. Martelly, qui a repris l'enquête et falsifié les preuves. Alors que M. Moïse prenait ses fonctions, il s'est vite rendu compte que le contrôle sévère exercé par M. Martelly et sa famille sur la campagne électorale s'étendait à sa sécurité personnelle, ont déclaré plusieurs responsables. Comme vous le voyez, malgré les vœux pieux et les faux discours des dirigeants politiques, le commerce illicite des stupéfiants continuait encore, jusqu'à la mort du président, à avoir une influence considérable sur la politique en Haïti. M. Moïse a hérité de Dimitri Hérard, un membre clé de la force de sécurité présidentielle de M. Martelly, qui est devenu le chef de l'unité de police protégeant le palais présidentiel de M. Moïse. M. Hérard était également suspecté de trafic de drogue. En 2015, lorsqu'un cargo battant pavillon panaméen a accosté à Port-au-Prince avec 1100 kg de cocaïne et d'héroïne à son bord, M. Hérard a été vu commandant des policiers en uniforme pour charger la drogue dans des véhicules avant de repartir à toute vitesse avec eux, selon un témoin, et Keith McNichols, un ancien agent de la DEA en poste à Haïti, qui a dirigé l'enquête de l'agence sur la cargaison de drogue disparue. Mais M. Martelly a protégé M. Hérard d'être interrogé par les enquêteurs dans cette affaire, a déclaré un ancien responsable des Nations Unies. M. Moïse se méfiait profondément de M. Hérard, selon plusieurs conseillers présidentiels et un diplomate international à qui le président s'est confié. À au moins une occasion, ont-ils déclaré « M. Hérard a été surpris en train d'espionner le président pour le compte de M. Saint-Rémy », l'informant à propos des rencontres de M. Moïse. M. Hérard, actuellement en détention en tant que suspect de l'assassinat, n'a pas pu être joint pour commenter. En janvier, M. Hérard a commandé environ 260 armes à la Turquie, dont des carabines M4 et des armes de poing, en faisant parvenir la commande au palais présidentiel, ont déclaré M. Fortuné et un ancien responsable de la sécurité. Mais au lieu d'armer sa propre unité, ont-ils déclaré « M. Hérard a vendu la plupart des armes à des gangs et à des entreprises ». Lorsque Moïse a découvert les armes commandées par Hérard, il n'a pas été surpris, il avait peur, a déclaré M. Fortuné. Dans les coulisses, disent les responsables haïtiens, M. Moïse a commencé à travailler pour éliminer ses ennemis présumés. Il s'est entretenu avec ses plus proches collaborateurs et certains responsables pour commencer à compiler le dossier démantelant les réseaux de contrebande de stupéfiants et d'armes en Haïti, y compris M. Saint-Rémy, selon les personnes impliquées dans le document. En février, Josué Alusma, maire de Port-de-Paix et proche allié de Moïse, a ordonné une répression du commerce de l'anguille, l'industrie dominée par M. Saint-Rémy. Une grande partie des anguilles sont exportées vers la Chine, mais la police haïtienne enquête sur cette industrie comme moyen de blanchir des profits illicites. « Je n'aime pas ce métier, cela arrive la nuit. Tu vois ce que je dis ?» a déclaré M. Alusma. « Il n'y a pas de sécurité. » Il a déclaré que l'industrie devait être réglementée et taxée. « Des gens comme Kiko entrent et sortent de la ville », a-t-il déclaré, utilisant le surnom de M. Saint-Rémy. « Mais c'est nous qui nettoyons ces poubelles ici », a-t-il ajouté, faisant référence aux armes illégales saisies lors d'un raid cette année. Le même mois, le président a également commencé à discuter de projets visant à nationaliser un port maritime appartenant à des alliés de M. Martelly, où plusieurs cargaisons d'armes illégales ont été trouvées et saisies au fil des ans, ont déclaré 2 hauts responsables haïtiens. Jovenel m'a dit qu'il avait un programme qu'il voulait mettre en œuvre mais qu'il ne pouvait pas le faire car, il disait « Ils vont me tuer », a raconté un homme politique puissant qui a servi d'assistant informel à M. Moïse, s'exprimant sous condition de l'anonymat, craignant pour sa vie. Le port, dit-il, faisait partie du plan. M. Moïse a également tenté de pousser les douanes, malgré une résistance considérable, à commencer à inspecter les expéditions de M. Saint-Rémy et à percevoir des taxes sur ses marchandises, selon plusieurs collaborateurs présidentiels, 2 hauts responsables de la sécurité et un responsable des douanes. Les économistes haïtiens estiment que le pays perd environ 500 millions de dollars par an à cause de la corruption aux douanes. Puis, à la mi-mai,
les forces de sécurité dominicaines ont arrêté Woodley Etehart, également connu sous le nom de Sonson La Familia, un ami proche de M. Martelly et de M. Saint-Rémy. Lorsque M. Martelly était président en 2015, il s'est tenu aux côtés de M. Etehart après son arrestation pour enlèvement. Cette année, M. Etehart faisait toujours l'objet d'un mandat d'arrêt contre lui et a généralement fait profil bas. Mais en mai, lui et M. Martelly ont pris des photos d'eux faisant la fête ensemble à Saint-Domingue, la capitale de la République dominicaine, qui ont été publiées sur les réseaux sociaux, a déclaré un haut responsable dominicain. Le lendemain, les forces dominicaines ont arrêté M. Etehart et l'ont extradé vers Haïti. M. Moïse était ravi, ont déclaré ses collaborateurs. Le téléphone du président bourdonnait d'appels de M. Martelly et de M. Saint-Rémy, mais il a refusé d'y répondre, selon un ami proche et conseiller présidentiel. Sonson La Familia est très proche de la famille Martelly, a déclaré Joverlin, le fils de M. Moïse. Il est possible que Martelly ait perçu cette arrestation comme une sorte de manque de respect, que mon père était un traître et trahissait la famille Martelly. Les routes du trafic de drogue dans le nord d'Haïti ont également été mises sous pression. Dans les années 1990, de petits avions Cessna venus de Colombie atterrissaient sur des pistes d'atterrissage en terre battue à la périphérie de Port-au-Prince. Mais à mesure que la population augmentait, les pistes d'atterrissage se sont retrouvées entourées de bidonvilles. Les habitants pauvres ont réalisé la précieuse cargaison illicite que détenaient les avions et ont commencé à les attaquer, selon un responsable de la sécurité. Ainsi, il y a une dizaine d'années, les trafiquants ont déplacé les pistes d'atterrissage vers le nord, à Savandiane, une zone tentaculaire et isolée. Depuis, le trafic de drogue a évolué et explosé. Les avions ne viennent plus uniquement de Colombie. Le Venezuela est également devenu un acteur majeur, avec l'arrestation de membres de la famille du président Nicolás Maduro par la DEA en Haïti en 2015 pour trafic de drogue. Le fils de l'ancien président du Honduras a également été arrêté en Haïti par la DEA. La même année, M. Moïse a approuvé la création d'une zone agro-industrielle à Savandiane, mais lorsque le projet a démarré, les responsables ont découvert qu'il se trouvait à environ 5 km au sud de l'une des pistes d'atterrissage les plus actives d'Haïti pour les livraisons de cocaïne et d'héroïne. Le petit lac voisin était rempli de poissons, dans une région où la malnutrition sévit, mais les habitants ne voulaient pas s'en approcher. Lorsque le Times leur a demandé pourquoi, les agriculteurs ont expliqué que des restes humains y étaient souvent jetés. Et lorsque le Times s'est rendu sur la piste d'atterrissage locale, un agriculteur avec une machette à la main s'est approché, lui demandant s'il y avait une livraison de drogue afin qu'il puisse obtenir un pot de vin pour détourner le regard. Lorsque les voitures de police que l'on voit souvent décharger la cargaison des avions restent coincées sur les routes caoteuses, les conducteurs de tracteurs locaux sont payés quelques dollars pour les remorquer, ont déclaré les habitants. Avant l'arrivée d'un avion, ont-ils ajouté, les agriculteurs coupent l'herbe autour de la piste d'atterrissage et allument des incendies dans des bidons vides pour que les pilotes sachent où atterrir la nuit. Les collaborateurs de M. Moïse ont déclaré qu'il avait pris connaissance de la piste d'atterrissage après un appel furieux de la DEA. Entre mai et juin, la piste d'atterrissage de Savandiane et une autre dans le nord d'Haïti ont accueilli un trafic excessif, avec au moins une douzaine d'avions qui transportaient potentiellement des milliers de kilos de cocaïne, selon les responsables de la sécurité haïtienne. Mi-juin, la DEA a appelé les autorités haïtiennes, exigeant de savoir pourquoi il y avait une telle hausse, selon des responsables haïtiens ayant connaissance de la communication. Plusieurs avions s'étaient même arrêtés à Port-au-Prince pour faire le plein en pleine nuit, alors que l'aéroport était fermé, ont-ils précisé. Lorsque M. Moïse a découvert les livraisons à la mi-juin, il était furieux, ont déclaré ses collaborateurs. Puis vint un ordre du palais présidentiel, détruire la piste d'atterrissage. Mais les autorités locales ont refusé de le faire, selon plusieurs responsables interrogés. Même le président de la République était impuissant face à la volonté de la mafia locale et internationale à contrôler le flux des activités criminelles sur tout le territoire haïtien.
Environ une semaine plus tard, M. Moïse était chez lui avec sa femme et ses 2 enfants lorsque des tueurs à gages ont fait irruption chez lui. Ils avaient été admis dans l'enceinte présidentielle par les forces de M. Errard. Dans son témoignage initial, M. Errard a déclaré qu'ils avaient baissé les armes lorsque les hommes armés se sont identifiés comme étant des agents de la DEA. Pas un seul coup de feu n'a été tiré entre les assassins et les gardes de M. Moïse. Alors que les hommes armés prenaient d'assaut la résidence, le président a appelé M. Errard et un autre responsable de la sécurité pour le secourir, a déclaré sa veuve au Times. Aucune aide n'est venue. Pour clore cette série que nous avons dédiée à l'emprise de la drogue sur Haïti, il faut dire que depuis 1986 jusqu'à nos jours, tous les gouvernements haïtiens, sans distinction, ont été impliqués de près ou de loin dans le commerce illicite des stupéfiants. Au lieu de contrôler la situation, l'État haïtien a été totalement capturé par des intérêts criminels qui ont infiltré tous les rouages du pouvoir. Le Palais national, le Parlement, la police nationale et tous nos tribunaux. Cette situation intenable pour tout État s'est culminée dans l'assassinat d'un président en fonction, un fait qui ne s'est pas produit en Haïti depuis plus d'un siècle. Compte tenu de la situation politique depuis la mort du président Jovenel Moïse, il n'y a aucune indication que l'avenir sera différent. Et comme toujours, les vieux démons continuent à hanter la nation haïtienne.